Je suis très heureux de vous accueillir. Je vais redire à l'intention de Jean-Pierre Le Goff ce que vous savez, c'est-à-dire que vous qui êtes là, et nous vous remercions de votre présence, vous n'êtes que la partie émergée de l'iceberg, puisque c'est sur Internet que nous avons le plus de spectateurs, d'auditeurs, de passionnés pour ces conférences du mardi. Je suis très heureux que Jean-Pierre Le Goff ait accepté de venir avec nous. Alors c'est un esprit très original, non pas parce qu'il est à la fois philosophe et sociologue, il y en a heureusement quelques-uns, mais parce que ses centres d'intérêt sont des centres d'intérêt au croisement de la question de la société et de la question de la démocratie. Alors je vais faire très vite et en deux mots. Jean-Pierre Le Goff a travaillé à partir de son expérience d'étudiant en 68. Il a travaillé sur l'ensemble des questions de l'évolution de la gauche, sur l'ensemble des questions qui tiennent à la représentation qu'une société se fait de son avenir. Il a travaillé sur l'entreprise et il a travaillé sur l'évolution des communautés qui forment une société à partir de son livre le plus récent et principal, vous en avez peut-être écrit un depuis, je ne sais pas, qui s'appelle La fin du village, qui traite d'un village, je dirais un mot de ce mot dans une seconde, qui s'appelle Cadenet, qui est dans le Midi, et au travers duquel il analyse la fin d'une certaine idée de la communauté, des solidarités, du destin partagé, de l'enracinement, village qu'il a étudié en y vivant sur 25 ans, un quart de siècle. Et donc, c'est une chose extrêmement intéressante et extrêmement précieuse. En même temps, il a porté une question qui est celle de la représentation par les démocraties et par les citoyens de ce qu'est leur vie politique, leur délibération sur leur avenir, la manière dont ils se le représentent. Et vous voyez que ces deux questions sont évidemment à la fois intimement liées et cruciales. S'il le permet, je voudrais qu'il n'oublie pas de nous parler, peut-être à la fin, de la réflexion qui est la sienne. Il a écrit ces jours-ci un article très intéressant sur le mouvement autour du mariage pour tous, en relation avec 68, dans lequel il voit un symptôme, je parle des manifestations et des résistances à ce mariage pour tous, dans lequel il voit un symptôme d'une réaction profonde d'une partie de la société en tout cas, qui se sent profondément bouleversé, troublé dans un certain nombre de cadres, a priori, comme aurait dit quelqu'un d'autre, de sa sensibilité et de sa vision de l'homme et du monde. Autrement dit, il n'y voit pas un mouvement uniquement de conservatisme réactionnaire. Il y voit quelque chose d'une attente plus profonde et il s'inquiète de ce que, au fond, la partie de la gauche qui voit l'héritage de 68 comme l'essentiel de son message, un 68 continué, si j'ose dire, passe selon lui à côté de quelque chose de précieux dans la société et entraîne un mouvement
j'ai trouvé que c'était une analyse très fine du passage au fond de la question sociale à la question sociétale, ou de l'abandon de la question sociale pour ne se concentrer que sur la question sociétale. J'ai trouvé cette analyse tout à fait pertinente et vous voyez que ces questions-là qui paraissent distinctes, y compris la question de l'entreprise, parce que Jean-Pierre Le Goff a beaucoup travaillé sur la souffrance au travail, ces questions-là sont en fait très intimement liées et elles constituent les éléments du monde, les éléments principaux du monde que nous allons vivre. Voilà pourquoi j'ai été très heureux que Jean-Pierre Le Goff accepte de venir avec nous, ce qui nous permet aussi de lui dire que pour beaucoup d'entre nous, ces travaux sont précieux et donc nous avons beaucoup de gratitude à sa présence. C'est Jean-Pierre Rioux qui va maintenant lancer Jean-Pierre Le Goff. Il y en a un autre, mais c'est pas... Oui, mais c'est un historien du temps présent, donc tout va bien. Oui, mais le texte auquel François Bayrou fait référence, donc vous l'avez dans Le Monde du 25 mai, de samedi dernier, Fiasco politique des élites 68 Ardes, qui est un thème très cher à Jean-Pierre Le Goff depuis de très nombreuses années. Je vous signale qu'il a redoublé dans le Parisien d'hier, n'est-ce pas, sur la France coupée en deux. Vous trouvez une petite interview en page 2 sur la France émorcelée et une réponse qu'il va peut-être nous donner tout à l'heure en fin de séance à des questions assez simples. Pourquoi y a-t-il tant de monde dans la rue? Qui sont-ils? Ça traduit quoi? Et est-ce qu'on va vers une droitisation de la société? Et surtout, peut-être plus important pour nous, le mouvement de la manif pour tous doit-il se transformer en courant politique? Voilà. Bien. C'est dans le droit fil de tout ce que Jean-Pierre Le Goff fait depuis de très nombreuses années. François Bayrou signalait, je dirais, son passé en mai 68. Ce n'était pas n'importe quel passé, puisque c'était à Caen. Et c'était dans un milieu qui, pour nous, qui réfléchissant à la politique et à la société, a été tout à fait formidable, parce que venu de l'ensemble des départements normands, on trouvait à la fois un ancien élève de l'école normale d'instituteur de Saint-Lô, qui s'appelle Marcel Gaucher, on trouvait un ethnologue qui s'appelait Alain Caillé, on trouvait un sociologue un peu dans la veine de Jean-Pierre Le Goff depuis, qui s'appelait Paul Lyonnais, et donc il y avait là un milieu, le tout très marqué par Claude Lefort, et il y a eu là, je dirais, une de ces conjonctions régionales et provinciales qui ont fait lever tant de choses, qu'on soit à Caen, qu'on soit à Clermont-Ferrand, qu'on soit à Besançon, à Lyon, etc., qui a fait lever beaucoup de choses dans la réflexion. Et Jean-Pierre Le Goff a poursuivi sur cette lancée-là, n'est-ce pas, outre, je dirais, ses travaux propres de sociologue de terrain et d'enquêteur sur la formation, le management, le travail, la modernisation, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que des jeunes dans le bâtiment à telle époque? Il a beaucoup travaillé, et c'était à l'époque quand même assez rare chez les sociologues, qui étaient très, je dirais encore très disposés en école rivale, n'est-ce pas, entre, mon Dieu, faut-il choisir Crozier? Paix à son âme, n'est-ce pas? Il faut le saluer ce soir, bien sûr, comme il faudrait saluer aussi un peu plus attentivement un formidable professeur de droit constitutionnel qui s'appelle Guy Carcassonne, n'est-ce pas, et qui a tant fait pour nous aider à comprendre ces fichues institutions de la Ve République. Bien. Et donc... il a aussi, et c'était assez rare, je le répète, chez les sociologues qui étaient très disposés, est-ce que tu es Touraine, est-ce que tu es Bourdieu, est-ce que tu es Crozier, etc. C'était un pataquès, c'est pas possible, n'est-ce pas, à l'époque, avec en plus l'injonction à très haute dose de la sociologie à l'américaine, pour dire vite. Et donc là, il a été de ceux qui très vite se sont dit, mais nous n'allons pas continuer à chercher trop de lois, je dirais, de sociologie classique. Nous allons nous intéresser aussi aux représentations.
Qu'est-ce que les gens ont dans la tête en suant au travail ou en étant à pied d'œuvre dans le bâtiment. Et ça a été, y compris pour les historiens, donc François, n'est-ce pas, ça a été extrêmement important pour tous ceux qui s'intéressaient aux dimensions culturelles du passé et de l'avenir. Bien. Alors ça a donné une première réflexion sur la démocratie, je vous signale, en 2002, qui s'appelle, et c'est en plein dans nos sujets, La démocratie post-totalitaire, n'est-ce pas, son livre. Il nous a vraiment appris beaucoup par son livre sur mai 68, sous-titre L'héritage impossible. Et là, vous avez déjà pourquoi il y a eu à la fois échec du gauchisme politique et triomphe du gauchisme culturel. Qu'est-ce que c'est que cette contradiction? Et ça, il a essayé il l'a dit, qu'est-ce que c'est que la rupture de génération qui s'annonce dans tout ça? Et est-ce qu'on va vers une société où l'individu autonome et sans racine deviendra le nec plus ultra des choses? Et donc il a été de ceux qui ont fait vraiment, alors que tant de sociologues étaient bêlants devant mai 68, n'est-ce pas, il a été de ceux qui nous ont appris à critiquer cet héritage-là et poser la question de fond qui travaille nos générations. Pourquoi l'engagement de cette génération a-t-il échoué, quoi, finalement? Pourquoi on s'est trompé? Et Jean-Pierre Le Goff a toujours dit, puisqu'on s'est trompé, mettons-nous au boulot de manière encore plus forte et plus intelligente. Il a fait un autre livre qui, pour nous, est important, n'est pas La gauche à l'épreuve. C'est de 2011, c'est en Tempus, vous voyez, où il analyse vraiment très, très fortement, je trouve, comment on en arrive à cette espèce de formidable banalisation au PS et ailleurs, n'est-ce pas, qui est quand même le signe d'un vide d'ambition qui nous interroge politiquement, bon, et aujourd'hui encore ô combien. Qu'est-ce que c'est que cette tentation de sortir de l'histoire, dans cette gauche, n'est-ce pas, bon. Et pourquoi et comment, et Dieu sait que nous le vivons douloureusement aujourd'hui, pourquoi et comment ce PS va en fait se mettre à surfer sur les seules évolutions sur toutes les évolutions de société et pratiquement exclusivement sur elles, et nous en avons depuis un an la démonstration parfaite. Et puis alors après, on arrive à notre propos, il a donné en 2008 ce livre, La France morcelée, où il annonce tout ce qu'il va démontrer, plus précisément encore, au fond du Vaucluse, avec La fin du village, qui est paru l'an dernier. Et c'est une réflexion qui, pour nous, est extrêmement importante sur cette espèce de France, à la fois morcelée, bien sûr, mais dans le morcellement, il y a plus que ça. Il y a ce que moi j'appelle le dépaysement, n'est-ce pas? Il y a cette espèce de perte de rapport au pays et à l'espace, puisqu'on est entré dans des zones d'espace mobile, dans un temps d'espace mobile, n'est-ce pas? Et un géographe, Jacques Lévy, sort un livre là actuellement chez Fayard qui s'appelle Réinventer la France, où il dit on entre dans un temps d'espace mobile dont les potentialités se situent à de multiples échelles. Alors c'est du vocabulaire de géographe, mais on comprend, n'est-ce pas? Et du coup, exceptionnellement on comprend, surtout que Jacques Lévy, prof de géographie à Sciences Po, vous le savez, parfois un peu des plus hermétiques, c'est vrai, mais ajoutant in caude venenum, n'est-ce pas, est-ce que du coup, pour être bien à l'aise dans ces espaces mobiles, il faut déconsidérer les mythes nationaux et le passé mythifié? Voilà. Alors je n'en dis pas plus, et je donne la parole à Jean-Pierre Le Goff sur la France morcelée, la fin du village. Au départ, je voulais vous remercier parce que ça fait des années que j'attends un peu cette rencontre, à vrai dire, puisque je suis quand même tout ce que François Bayrou a écrit depuis le début. J'ai été un électeur du Modem, pour rien vous cacher. Et donc, j'attendais un peu une forme aussi de dialogue, puisqu'il se trouve, je ne crois pas me tromper, qu'il y a quand même des points de rencontres qui me semblent assez fortes. Voilà, alors, j'ai une demi-heure pour vous parler d'un problème
compliqué. Je vais quand même essayer d'aller à l'essentiel parce que la question qui m'a été posée, c'est fin du village, France morcelée, quelle réponse? Alors, si vous voulez, la difficulté, c'est délicat à traiter puisque, en fait, mon dernier livre, ne porte pas tellement sur les réponses. Ça ne veut pas dire du tout que je m'en désintéresse, mais dans ce domaine-là, j'estime que j'ai beaucoup à apprendre de deux points de vue, c'est-à-dire du point de vue de la société elle-même, puisque j'estime qu'en dehors du constat assez critique quand même que je porte sur l'état de la France aujourd'hui, il y a des choses qui se font ici ou là, à l'intérieur même de la société, qui constituent autant de pratiques qui sont tout à fait novatrices et intéressantes. Simplement, ces pratiques et ces expériences ne font pas corps, ne recréent pas encore une nouvelle dynamique historique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Puis le deuxième point, sur les réponses, moi je suis un citoyen ordinaire, et je suis très curieux, mais c'est plutôt un mouvement politique de me l'apporter, des réponses très précises par rapport à ces défis. Néanmoins, je ne me déroberai pas, j'indiquerai quelques axes, mais très généraux, parce que c'est aux politiques, à mon avis, de donner la réponse, et moi, je ne suis pas un politique. Alors, je vais rapidement, si vous voulez, je vous propose de développer mon propos en 3 points. D'abord, partir de ce qu'est, très rapidement, ce qu'était l'ancienne collectivité villageoise, ce qu'elle est devenue, les grandes étapes, parce que je serais obligé d'être extrêmement schématique, qui ont conduit à sa transformation et bouleversement, pour pouvoir m'arrêter un peu plus avec vous sur ce que j'appelle les fractures, quelques grandes fractures que j'ai pu observer à travers un microcosme, qui est celui d'un bourg provençal plus que d'un village, j'y reviendrai, mais qui me semble concerner la société française. Voilà. Et puis je terminerai sur des axes, puisqu'on m'a posé quelle proposition. Alors je vous donnerai un peu l'état de ma réflexion sur ce point. D'abord, peut-être pour bien me faire comprendre, si vous voulez, il y a 2 livres qui ont déterminé ce travail, qui a duré quand même 5 ans, d'écriture, d'enquête, etc. C'est d'abord un livre que je trouve extraordinaire, de Laurence Wiley, qui est un Américain, qui a travaillé sur Roussillon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui est un livre d'ailleurs assez peu connu. Pour moi, c'est un des grands livres, au-delà même du village de Roussillon, donc dans le Luberon, qui est un état de la France, y compris du point de vue anthropologique. Je trouve que c'est un très grand document. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la France directement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un moment historique précis, au moment où le pays n'est pas tout à fait encore entré dans la dynamique des 30 Glorieuses. Et à travers ce village, c'est la France quasiment d'avant, c'est-à-dire celle de la Troisième République, un peuple de paysans, d'ouvriers, travail de l'ocre, etc. Bon, ça c'est un livre qui m'a beaucoup frappé. Il y a une espèce de dialogue intérieur, parce que la question que je me suis posée, qu'en est-il devenu de cette collectivité villageoise que décrivait très bien Laurence Wiley, qui vivait là-bas avec sa famille, avec ses enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu cette communauté? Il se trouve que ce livre, je l'ai amené, j'en ai lu des extraits avec les anciens villageois qui trouvaient ça formidable, puisqu'évidemment ça leur rappelait tout à fait leur passé et le bon temps qui était fini. Donc ça, c'est un premier dialogue avec lui, surtout que c'est pas trop loin, c'est une 20aine de kilomètres, hein, même si c'est différent comme bourg, puisque c'est du côté de la Durance, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail. Le deuxième grand livre, à mon avis, qui est intéressant, qui est un dialogue, c'est évidemment Edgar Morin, sur Plozenet. Alors ce qui est intéressant, c'est pourquoi? Parce que là, on n'est pas à la même époque. Là, on est en plein dans les 30 Glorieuses. On est vraiment, des années 60. Et ce que note à ce moment-là... Vous êtes en Bretagne. Oui, en Bretagne, pardon, excusez-moi. Pour moi, c'est évident, mais... Et donc, il note une espèce de... Quimper et Audierne, voilà. Si vous voulez. Ah, formidable. Je ne savais pas, d'ailleurs. Et il y a une dynamique, ce qui est très frappant quand vous lisez Morin, c'est la dynamique historique, c'est-à-dire l'optimisme. D'ailleurs, avec une certaine dépréciation du passé. Mais là, on est en pleine, et là, on voit une transformation de l'agriculture, un optimisme des paysans, d'ailleurs, qui était mené par les syndicats chrétiens, qui ont joué un rôle absolument essentiel dans la transformation de l'agriculture. Donc, on est vraiment, véritablement porté par un optimisme du progrès. Donc, ces 2 livres. La question est très simple. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est-à-dire, si je me resitue première étape à la deuxième étape, je ne parlerai pas de troisième étape, mais... quid du village à l'heure de la crise, j'allais dire. Voilà donc, si vous voulez, la démarche. Je vais donner un deuxième exemple pour bien me faire comprendre. C'est les affiches de François Mitterrand. Affiche de 1965, ou une affiche un peu jaune d'ailleurs, autant je m'en souvienne. Et vous avez François Mitterrand
un président jeune pour une France moderne. Hein, je crois que c'est ça. Et vous avez... Ils étaient plus grises que je. Elle était plus grosse que je, oui, oui. Et en fait, vous avez un espèce de poteau électrique, enfin une ligne à haute tension, et derrière, vous avez une usine au bout d'un champ. Bon. On est en 1965. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est de comparer cette image à 1981. La force tranquille, là, qu'est-ce qu'on voit? Retour sur le village. C'est quand même extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il s'est passé deux grands événements, à mon avis, deux événements historiques considérables. D'abord, d'une certaine façon, mai 68 est passé par là. Mai 68, dans une de ses dimensions, enfin, c'est l'analyse que j'en fais, c'est l'interrogation de la société sur elle-même par rapport au bouleversement considérable qu'elle a traversé depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire toute la modernisation de l'après-guerre a bouleversé considérablement le pays. Et il y a ce que j'appelle, ça n'a pas duré très longtemps, un moment de pause et de catharsis. Voyons, sommes-nous heureux? La modernisation, oui, mais pourquoi faire et pour aller où? Il me semble que ce n'est pas l'ensemble de l'événement de mai 68, mais cette question était présente dans l'événement. Donc, première événement. Ce que d'ailleurs, Raymond Aron a appelé immédiatement en 69 un livre de lui qui est peu connu, mais qui me semble très intéressant, qui s'appelle « Les désillusions du progrès ». Ça, c'est le premier événement, pour expliquer ce changement. Le deuxième événement, il vient tout de suite dans la foulée, c'est-à-dire 73-74. C'est-à-dire crise du pétrole, fin de la dynamique des 30 Glorieuses, montée des thèmes écologiques. Donc, je crois que je vous ai dressé un paysage, si vous voulez, rapide de la France, mais c'est un peu l'arrière-fond de mes interrogations sur le village, à vrai dire. La question est très simple. Moi, je me suis posé, qu'en est-il advenu de cette collectivité aujourd'hui? Et à travers cette collectivité, qu'en est-il advenu de l'ancien peuple de France? Alors, pas ancien peuple de France, on peut discuter, mais un peu, je dirais, je me réfère un peu à Péguy. C'est-à-dire ce peuple aussi, j'allais dire, pour le cas concret de paysans, de vanniers, mais j'ai connu, puisque j'ai quand même dans ma courte biographie, j'ai voyagé un peu dans différentes régions, j'ai connu les marins-pêcheurs, puisque je suis d'une famille de marins-pêcheurs, j'ai connu les mineurs du Nord, et aussi les Provençaux. Donc j'ai connu un peu cet ancien humus, on va dire. Et la question qui me préoccupe d'ailleurs depuis un moment, c'est qu'est-ce qui est devenu? Qu'est-ce qui est devenu? Voilà un peu les questions. Alors, je vais très vite, puisque j'ai maintenant 20 minutes. Rapidement, l'ancienne collectivité provençale. Les particularités de Cannet, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est un vieux village ancestral avec son château du Moyen-Âge, etc. C'est un bourg plus qu'un village. C'est un gros bourg et c'est un chef-lieu de canton. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir en tête les images du village du Haut-Luberon, qui sont fermés l'hiver. Là, c'est un village qui reste actif, si vous voulez, qui est composé d'actifs. Enfin, c'est un peu particulier, je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est que quand vous allez là-bas, les gens parlent du village. Ils parlent du village alors que c'est plus le village. C'est une question, d'ailleurs. On va arriver au mois de juillet, vous allez voir tous les hebdomadaires, les villages. Et il se trouve que, c'est mon interrogation aussi, la France est complètement urbanisée, elle s'est transformée, et pour autant, il y a les restes d'un imaginaire extrêmement fort, extrêmement puissant, du village. Alors la question aussi, pourquoi? Pourquoi, alors que la réalité, et à mon avis, la France est devenue urbaine, et alors pour Cannet, c'est d'autant plus fort, quoi, Et je me suis posé la question, pourquoi? C'est un bourg typique Troisième République, je ne parle pas du bar des boules, où j'ai passé beaucoup de temps, jeu de boules sur les platanes, le monument, son monument du tambour d'Arcole, enfin, vous avez un espèce d'archétype extraordinaire de ce qu'a pu être le village sous la Troisième République. Parce que le tambour d'Arcole était supposé être de là. Voilà. Supposé, alors oui, il y a la plaque dans la petite rue, etc. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Les catégories sociales, rapidement, paysans et vanniers, essentiellement. Et c'est ce qu'on appelait l'ancien village, c'est vraiment une collectivité extrêmement soudée. J'y rajoute une caractéristique rapide, c'est un village rouge, considéré comme rouge. Toute la question est de savoir qu'est-ce que c'est devenu tout ça. J'insisterai sur des caractéristiques qui débordent Cannet. Quand on parlait de village à l'époque, ça voulait dire qu'il y avait la concentration dans un même espace géographique de l'habitation, du travail, de ce qu'on appelle les loisirs. En sachant que les loisirs à l'époque étaient étroitement articulés au travail, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ça, c'est une première caractéristique. Le deuxième caractéristique, c'est des relations interpersonnelles de solidarité, ce que j'appellerais un ordre de proximité.
Ça veut dire que tout le monde connaît tout le monde est issu de la famille, enfin, ce que j'appelle les gens d'ici, et on repère les gens par la filiation. Ce qui va devenir peut-être un peu plus compliqué, mais bon. Donc, et un ordre de proximité, tout le monde connaissant tout le monde, quand vous pouvez pas faire de grosses bêtises pour les enfants, puisque les parents connaissent les parents des enfants, donc, et ça se régulait, parlons en jargon, autorégulation. Autorégulation, mais c'était comme ça. Avec, troisième caractéristique extrêmement importante, l'attachement affectif, l'investissement affectif à ce qu'on appelait la petite patrie. Et cette petite patrie était un univers familier. Parce que j'ai interrogé les anciens, c'est un attachement d'autant plus fort que ça ne correspond plus. C'est à tel point, par exemple, un ancien du village qui avait fait son service militaire à Avignon, il avait quitté le village, il était complètement perdu. Ou j'ai encore cette dame qui vendait une quincaillerie, qui dit « Oh monsieur, ma fille, vous lui faites quitter le village, elle pleure. » Enfin, vous avez des choses assez extraordinaires, vous apercevez qu'il y a un attachement. C'est vrai, quand vous vivez à Paris ou ailleurs, vous dites c'est pas possible, et pourtant il est là. Alors cette petite patrie, et c'est très important, s'emboîtait d'une certaine façon dans la grande, par deux institutions. L'école, par l'histoire de France, par la géographie, recitant le lieu dans un plus grand espace, et par l'histoire de France. Voilà. Et je dirais, quand je parle de l'attachement, il y a un mot allemand, c'est Heimat, le chez-soi, si vous voulez, c'est-à-dire le premier lieu originaire qui donne familiarité et sens au monde, si je prends des catégories de Hannah Arendt, et qui rend le monde humain. Et vous apercevez que quand je parle du village, c'est plus qu'un espace géographique, c'est plus qu'un bâti, c'est un univers, un monde. Il y a, je ne sais pas si vous avez connu ce feuilleton, il y a quelques années, qui s'appelait Heimat, qui était l'évolution en Allemagne. Et vous voyez très bien ce que ça veut dire quand le soldat rentre de la guerre de 1914 et traverse le village, et retrouve le Heimat, le chez-soi. Voilà, alors, dernier élément, c'était, je vous l'ai dit, une pauvreté extrêmement grande, je ne vais pas jouer la nostalgie, mais enfin, le confort et l'hygiène étaient plus que relatifs, hein, c'était des conditions d'habitat, des conditions de travail extrêmement dures, et je dirais aussi un poids de la collectivité sur l'individu, extrêmement fort, notamment avec ce phénomène des commérages. Il se trouve que, interrogeant un ancien, je lui dis « mais c'était terrible les commérages ». Il dit « oui, c'était terrible, mais au moins on pouvait se défendre publiquement sur la place, tandis que si t'es lynché par les médias, c'est fini ». J'ai trouvé que c'était pas totalement faux, si vous voulez. Là, t'as plus de possibilité de te défendre, quoi. Alors, l'évolution globale, si vous voulez. Quand vous regardez, je vais très vite, par rapport à ce premier modèle, vous apercevez qu'il y a éclatement, et ça c'est central, lieu d'habitation, lieu de travail, lieu de loisir, avec la mobilité qui va avec. Bon. Vous avez également l'étalement du village par la construction de lotissements qui se sont développés de façon considérable, et vous avez un phénomène, excusez-moi l'expression, mais dans le sud on parle beaucoup de bronze cul de l'Europe concernant la Provence, où des millions de personnes arrivent à partir du mois de juin. Il faut voir la déferlante, si j'ose dire. Je suis allé, moi, au mois de juillet, on s'appelle à Roussillon, Laurent Swahili, c'était au mois de juillet, j'y suis rentré à 10h, je suis parti à 10h30, parce que c'est le Mont-Saint-Michel en pire, si vous voulez. Bon, alors, les catégories sociales, c'est ça qui est intéressant. Je vous ai parlé d'un peuple de paysans et de vanniers. Par quoi il a été remplacé? C'est notable, hein, le dentiste, enfin, vous voyez, le notaire, le médecin, etc., le curé, l'instituteur. Eh bien, vous avez aujourd'hui, dans cet éclatement, un pôle, ce qu'on pourrait appeler les très très riches. C'est très récent, je reviendrai sur les différentes étapes, on pourrait dire des élites un peu mondialisées, des hauts cadres des grandes entreprises multinationales ou des fonctionnaires internationaux qui vont trouver dans la Provence une espèce d'enracinement qu'ils ont perdu d'une certaine façon. Et comme j'ai interrogé aussi évidemment les agences immobilières, ce sont d'excellents clients parce qu'ils ne posent aucun problème. S'ils recherchent toujours les caves voûtées comme signe d'authenticité, et puis ils rachètent, si vous voulez, les belles maisons, hein. D'ailleurs, entre parenthèses, autrement, il serait tombé en ruine. Il ne faut jamais l'oublier non plus. Mais j'ai vu tout à fait l'évolution entre un paysan que j'ai bien connu, qui a vendu sa propriété, qui a été racheté d'abord par un dentiste qui venait du nord de la France, qui ensuite a été racheté
par un haut cadre anglais qui partait le matin, prenait l'avion, revenait, etc., et qui maintenant a été de nouveau racheté par des grandes fortunes, où a lieu des manifestations assez particulières, bon, je ne peux pas les détailler, tous les ans dans la colline, avec des bruits très assourdissants, enfin voilà. Donc vous avez une évolution comme ça. Alors à un pôle, les très très riches, et à l'autre pôle, ce que j'ai appelé... c'est pas un jugement moral, la déglingue. Qu'est-ce que je veux dire par la déglingue? La déglingue, c'est de nouvelles formes de pauvreté qui ne se confondent pas avec celles du passé. Je m'explique en 2 mots. Quand vous regardez les mémoires des vanniers, par exemple, il y a eu beaucoup d'interviews d'anciens vanniers qui étaient faites, vous apercevez que c'était des gens extrêmement pauvres, qui travaillaient dans des conditions très difficiles. Enfin, très difficiles pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire dans des caves, souvent éclairées à la bougie, où les enfants commençaient très tôt, ou des ateliers, où vous étiez dans des conditions d'hygiène et de travail difficiles. Ils gagnaient quelques sous, qui étaient souvent dépensés dans les différents bars. Il y en avait beaucoup à l'époque, alors qu'il n'y en a plus beaucoup. Bon, voilà. Donc vous aviez ces conditions-là. Et pourtant... il y a quelque chose qui, je vais dire, transcendait ces conditions, cette dureté de la vie. D'abord, tout le monde était pauvre et tout le monde avait une grande solidarité, à tel point. Exemple, dans les boulangeries, il y avait plusieurs pôles de boulangerie, plusieurs boulangeries dans le village. Eh bien, on s'arrangeait le lundi, le jour du marché, pour ne pas défavoriser telle boulangerie par rapport à l'autre. Vous voyez, c'était un sentiment d'égalité extrêmement, extrêmement fort et de solidarité. Que bon, peut-être moi j'ai connu ça aussi en Normandie où j'ai vécu. Bon, il y a le deuil de la... Quand vous avez un deuil, il y a le voisin qui est là, quoi. Hein. Donc d'une grande solidarité, si vous voulez. Hein. Donc, alors ça, ce que je veux dire par là, c'est que les conditions de travail, la pauvreté étaient d'une certaine façon transcendées par les rapports, je ne vais pas parler jargonner, les rapports sociaux, mais les rapports de solidarité, de fraternité qui existaient à l'intérieur même de la collectivité. C'est ça. Et il faut bien avoir... Et comment dire, une certaine estime de soi, une fierté. Vous pouviez être pauvre, mais vous étiez fier. Ça, c'est... Bon, je ne vais pas reprendre Peggy, mais c'est exactement ce qu'il raconte, comment le monde moderne, d'une certaine façon, a bousculé tout ça. Mais c'était, quand vous regardez les mémoires des vanniers, c'était ça. Aujourd'hui, c'est à quoi a-t-on affaire? On a affaire à une situation tout à fait inédite, à mon sens, où on retrouve évidemment des aspects de la misère ancienne, notamment ceux qui n'ont pas de travail. Je pourrais parler des logements sociaux, de la politique des logements sociaux, etc. Mais ils n'ont pas de travail, mais ce manque de travail, ce chômage, avec ce qu'il implique, parce que pour moi, le chômage n'est pas simplement une dimension économico-sociale, c'est éminemment une dimension anthropologique. Dans la mesure où l'individu, à partir du moment où il travaille, est confronté à l'épreuve du réel, rentre dans des rapports avec les autres qui sont à la fois des rapports de coopération et de conflit, et donc et gagne sa vie. Et gagner sa vie, pour reprendre une vieille expression, c'est quelque chose d'essentiel de l'estime de soi. C'est précisément cet élément-là qui manque. Les vanniers étaient pauvres, mais ils travaillaient. Et ils avaient cette dimension de solidarité. À cette dimension du chômage s'en ajoute une autre, qui pour moi est essentielle, mais qu'on a beaucoup de mal à aborder, qui est l'éclatement des familles. Je suis absolument frappé à Cannes par cet éclatement. Ce qui fait que vous avez des gens sans travail, ou des jeunes qui vivent, enfin ils sont minoritaires dans le village, mais c'est quand même intéressant, dans des espèces de fratries, complètement désaffiliés. C'est eux que vous voyez traîner dans les rues le soir, et qui sont en situation d'errance. Bon. Ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, la coexistence de ces familles, je pourrais vous le détailler mais je n'ai pas le temps, avec les autres catégories de la population, parce que ça ne va pas de soi et les tensions montent, si vous voulez. Donc vous avez ces catégories nouvelles. Entre les deux, vous avez quoi? Vous avez des couches moyennes qui sont arrivées à Cannes dans les années 1980, qui venaient d'Aix-Marseille, qui ont acheté des logements, qui pouvaient faire des prêts, sauf qu'aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, pourquoi? Parce qu'il y a une flambée des prix énorme sur les terrains, et ces couches moyennes sont terriblement inquiètes parce que leurs enfants ne pourront plus habiter sur place. D'ailleurs, ils vont dans les Hautes-Alpes, déménagent dans les Hautes-Alpes, c'est-à-dire ce qui était possible encore dans les années 80, avec l'arrivée du TGV, et notamment il y a aussi le projet ITER,
qui fait peser un problème de foncier qui est énorme. Donc, si vous voulez, c'est plus possible pour ces catégories-là. Donc, vous avez les très très riches qui restent minoritaires, mais qui arrivent de plus en plus, qui rachètent des villes, mettent des gérants qu'on voit jamais. De l'autre côté, vous avez ce que j'appelle les catégories de précarité. Entre les deux, vous avez ces couches qui vivent, voilà. Alors, c'est ce que j'appelle le village bariolé. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un même espace géographique coexistent des catégories sociales aux revenus fort inégaux, mais ce n'est pas là aussi qu'une question économique et sociale. C'est à la fois une question économique et sociale et c'est une question culturelle, dans le sens où coexistent à l'intérieur de ce lieu géographique des gens aux mentalités, j'allais dire, assez différentes et parfois contradictoires. Je reviendrai sur les fractures, mais ça coexiste plutôt pacifiquement. D'ailleurs, beaucoup se demandent comment ça n'a pas encore pété, si j'ose dire, comment ça n'est pas passé à des actes. Eh bien, ça coexiste pacifiquement à l'intérieur de ce même espace. Mais quand vous regardez l'ancien, un même espace sans culture commune ancienne, parce qu'il y avait ce vieux fond d'appartenance, sans sentiment d'appartenance comme il existait autrefois, et surtout, je reviendrai là-dessus, sans avenir commun. Ce qui me paraît absolument essentiel. Donc ça coexiste avec des réseaux qui déborde évidemment le village, monte sur la France avec Internet, etc., avec la mobilité qui existe. Donc on est passé de ça. Alors comment on est arrivé là, je ne peux pas trop détailler, je vais peut-être passer, parce que sinon on ne pourra pas discuter sur les différentes étapes. Je dirais simplement une chose, les anciens vous disent c'est la faute aux gens de la ville qui sont arrivés, parce que maintenant ces anciens sont minoritaires. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a 3 grandes étapes, si vous voulez, pour faire bref. Il y a cette question des 30 glorieuses, où la société de consommation, la société des loisirs, la télévision, l'automobile a cassé d'emblée, a changé la collectivité villageoise, et dans un sens qui n'est pas simplement négatif, hein, parce que c'est une ouverture, c'est la fin de l'esprit de clocher, mais en même temps, ce qu'on y a gagné en bien-être matériel, on a perdu en lien de solidarité. Bon. Et puis vous avez un deuxième moment beaucoup plus problématique qui sont les années 70 où si rien n'est fait, il n'y a plus de jeunes. Il n'y a plus rien dans le village. Donc le maire lance une politique de grands travaux pour attirer les couches issues de la ville. Et d'ailleurs ça va marcher. Les gens vont venir habiter Cannes, travailler à Aix ou Marseille. Maintenant ils sont obligés de calculer le parcours comme à Paris, mais au départ ce n'est pas ça. Et donc ça... Finalement, c'est pour ça que Cannes est demeuré un bourg composé d'actifs. Sauf que, pour les anciens, c'est un village dortoir. Vous savez, le village dortoir, pourquoi ? Parce qu'ils partent à 7h30. Quand je dis 7h30, c'est 7h pour aller à Marseille. Déposent les enfants à la crèche. J'ai examiné ce qu'on faisait avec les enfants à la crèche. Bon. Et les reprennent à 6h le soir. On ne les voit jamais dans le village. Donc, village dortoir. C'est l'expression qu'ils emploient. J'en connais d'autres, villages dortoirs. Je trouve qu'ils exagèrent un peu parce qu'il y en a d'autres. Mais enfin, c'est comme ça. Alors, voilà. Alors rapidement, je viens aux fractures, parce que c'est ce que peut-être là-dessus que je voudrais... Je ne vais pas toutes vous les citer, j'en ai repéré un certain nombre, si vous voulez. Je vais aller très vite. Il y a des fractures qui sont, je vous l'ai dit, sociales, mais pas simplement. Il y a des fractures culturelles qui sont transversales aux catégories sociales. Je vais en prendre un certain nombre. Il y a un nouveau type d'individualisme problématique. Je voudrais m'y arrêter. Il y a un problème que je n'aurai pas le temps de traiter, qui me semble essentiel, la question de la famille et la question de l'éducation des enfants. C'est un point de fracture très important. Le troisième point, si vous voulez, j'en ai parlé, la pauvreté et la déglingue, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est comment, sur fond de chômage de masse, et ça pour moi c'est la question essentielle, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas de travail, mais il y a beaucoup d'animation. Animation festive, animation culturelle, mais sur la base du chômage de masse, et ça je vais m'y arrêter. Je vais prendre rapidement. Nouvelle forme d'individualisme, c'est ce qu'ils appellent, les anciens ils disent, mais ils ont tous la manie de la clôture. La manie de la clôture, c'est parce que quand ils arrivent, ils se barricadent. Alors, il y a des surnoms, c'est Alcatraz. Les Suisses arrivent, vous les voyez dans la campagne, il y a des murs comme ça, quoi. Ce qui était... Oui, voilà. Alors, on se barricade chez soi. Ça, c'est un mode de vie par rapport à l'ancienne collectivité. On allait au bar, par exemple. C'est un critère. Il veut pas s'intégrer, il vient pas au bar. Et donc, on se barricade chez soi, si vous voulez. Bon. Vous avez, alors avec des conflits entre ce qu'ils appellent, ce que j'ai appelé, mais c'est eux qui les appellent comme ça, les écologistes des villes et les écologistes des champs, je ne peux pas m'empêcher de vous citer, à propos, ce qui provoque des contradictions. Je ne vous parle pas de la chasse. La chasse est un point de fracture extrêmement important qui renvoie à un rapport à la nature, au fait de tuer des animaux.
en sachant qu'on est dans un parc naturel régional. Et j'ai également examiné de près le contenu de l'éducation donnée aux enfants. Je dois dire que c'est vraiment un changement de monde par rapport à l'ancien, et ça passe pas comme une lettre à la poste, si j'ose dire. Je vais simplement vous citer un ancien. Alors, les écologistes, pour eux, les écologistes des villes, évidemment, ils se promènent à pied ou en VTT, estiment qu'il est naturel qu'ils traversent la propriété. Ils profitent de la nature des paysans. Par contre, toi, tu ne risques pas d'entrer chez eux, tu ne traverses pas le jardin d'un écolo, surtout si tu chasses, effectivement. C'est un peu la même histoire, c'est lui qui rajoute que pour les communistes, autrefois, on partage tout sur tout ce qui n'est pas à moi. Alors bon, vous avez ces conflits extrêmement durs, mais ça renvoie aussi au rapport aux institutions. C'est-à-dire les gendarmes, il y a un changement total, les gendarmes n'en peuvent plus, j'ai interrogé évidemment tous les gendarmes, les anciens, les nouveaux, j'ai comparé la mentalité des anciens gendarmes avec les nouveaux gendarmes, ils n'en peuvent plus, parce qu'on les appelle tous les soirs pour des conflits de voisinage, si vous voulez. Alors ils téléphonent, ils disent, mais écoutez, vous ne pourriez pas aller voir le voisin? Ils disent, non, mais alors, faut voir aussi que si vous allez voir le voisin, il faut être quand même assez courageux, avec un phénomène tout à fait nouveau, c'est que les gens ne se connaissent plus. Donc, vous ne connaissez pas le voisin, allez trouver le voisin, vous faites un acte, vous allez le connaître, alors qu'avant... Et autre chose que j'ai en interviewant les gendarmes, notamment des jeunes gendarmes qui ne s'attendaient pas à ça, le temps passé, pas simplement par la paperasse, mais par la question des divorces et de l'éclatement des familles. Allocation non payée, aller sortir l'enfant du père qui veut taper. Vous n'avez qu'à regarder, j'ai étudié la Provence pendant 2 ans. Les faits divers... Vous apercevez, quand vous regardez un peu, il y a toujours 2 phénomènes. Chômage, éclatement de la famille. Ça, qui passe avec des passages à l'acte inimaginables, sur fond de voisins, là j'ai des tas d'exemples, où il est à côté de chez vous, vous ne le connaissez plus. Bon, voilà. Alors, le rapport aux institutions est problématique. Alors, les pompiers, c'est pareil. Bon, je ne résiste pas à vous donner une petite citation. Aujourd'hui, c'est le lieutenant des pompiers, qui est un gars extraordinaire d'ailleurs. Les gens sont de plus en plus assistés, on leur doit tout. Il y a une fuite à la machine à laver parce qu'un tuyau est cassé, ils appellent les pompiers avant d'aller fermer le robinet. Enfin, là, c'est le sud, ça. Hein. S'il y a un orage avec quelques centimètres d'eau dans la cave, ils appellent les pompiers. Lors des inondations importantes, il fallait presque être là avant que l'eau soit entrée. Bon, enfin, ça, c'est la Provence, mais il y a du vrai. Par exemple, on leur demande un truc incroyable, est-ce que vous ne pourriez pas nous remplir la piscine? Ils disent, non, c'est pas possible, quoi. Bon. Alors voilà, donc ces conflits. La déglingue, j'en ai parlé. Je vais vous parler de la déglingue, ce phénomène. Là, je pourrais vous parler longuement de la politique des logements sociaux, qui produit des fractures, qui a des effets non maîtrisés et qui accentue les fractures. Bon, j'ai pas le temps, ça serait trop long, mais c'est assez intéressant. Bon, je vais prendre la question de l'animation culturelle et festive. C'est-à-dire, vous avez d'un côté ces anciens, ces gens qui sont perdus, et à côté, vous avez une suractivité de fêtes diverses et variées, d'animations avec cracheurs de feu, animateurs de marionnettes, artistes divers qui exposent. Alors, moi, évidemment, à chaque fois, j'ai fait beaucoup de conférences dans les villages, j'y suis retourné, j'y retourne la semaine prochaine. Il faut faire attention. Je n'ai rien, je le dis tout de suite, contre l'animation socio-culturelle. Je trouve que là où il n'y a rien, vaut mieux qu'il y ait quelque chose, si vous voulez. Bon. Mais il ne faut jamais oublier que ça ne peut pas remplacer le travail. C'est ça pour moi la question. C'est ça la limite de l'animation. Or, il se trouve que dans ces villes, dans ces villages, dans ces bourgs, il n'y a pas de travail, mais il y a beaucoup d'animateurs. Je parlerai pas de la région PACA qui dispose de beaucoup d'associations d'animation diverses et variées, avec ce que ça représente aussi comme clientèle électorale. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, ce contraste est frappant. Vous avez, à partir du mois, là, ça commence, un nombre d'événements, entre guillemets, et de fêtes considérables. Je ne vais pas vous les recenser, mais c'est quand même absolument extraordinaire. La fête du cheval, la fête des foins, la fête des vieilles charrettes, avec quelque chose qui est très étonnant comme patchwork, c'est-à-dire à la fois des dimensions très moderne, après tout pourquoi pas, de la musique rock mélangée à des danses gabonaises, et puis le tout mélangé à la fête des foins avec le patrimoine, enfin c'est ces choses tout à fait bizarroïdes de patchwork un peu aujourd'hui qui reflètent aussi quelque chose de la situation dans laquelle on est. Alors je peux pas détailler sur la culture, j'aurais beaucoup de choses à dire. La culture est instrumentalisée dans une logique d'animation. Quand on parle de culture, il faut savoir de quoi on parle.
on parle essentiellement d'animation socioculturelle et la multiplication des événements et des fêtes, si vous voulez. Bon, je n'ai rien contre, mais ça ne suffit pas. Et d'autre part, comme on dit, la culture, c'est très importante parce que ça crée du lien social. Je suis d'accord, mais enfin, créer du lien social, si c'est... Il faudrait quand même mieux commencer par le travail, si vous voulez. Bon. Alors voilà rapidement, et je terminerai par un point qui me semble essentiel, et je dirai mes conclusions. Ce que j'appelle un défi considérable à mes yeux, les nouvelles formes de spiritualité diffuse. Comment je me suis aperçu, parce que j'ai interrogé des curés, des anciens, des nouveaux, j'ai interrogé des bouddhistes, j'ai interrogé des thérapeutes. Je résumerai cette nouvelle spiritualité en quelques mots, si vous voulez. Je dis bien diffuse, il n'y a pas de dogme. Être bien dans sa tête et dans son corps, dans un rapport réconcilié à soi-même, à la nature et avec les autres. S'y greffe de multiples outils de développement personnel à base de spiritualités exotiques les plus diverses, qui vont du chamanisme en passant par un bouddhisme revisité. Je dis tout de suite que je n'ai rien contre le bouddhisme comme religion. Mais ce qui est très frappant, c'est les bricoles. C'est pas une religion. Ah oui, surtout, ce n'est pas une religion. Vous avez tout à fait raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est du bricolage. C'est du bricolage individuel à volonté. Et dans la région, avec le soleil, etc., parce que c'est du bouddhisme. Ce qui m'a frappé, j'interroge une habitante, catho et bouddhiste à la fois, qui dit qu'il n'y a aucune contradiction, il n'y a pas de problème, etc. Et qui en fait, quand vous creusez, bon, il y a tous ces qui a fréquenté beaucoup d'analyses, de psychologues, et le bouddhisme a une vertu essentiellement qui est très présentée comme thérapeutique. Vous voyez, par rapport à une forme de narcissisme, individualisme malheureux, il y a une espèce de réponse qui est souvent... Mais pour moi, c'est pas forcément le bouddhisme, c'est un peu le rapport. Je suis très frappé d'une espèce de déculturation. Les vieilles fontaines du village, je prends quelques exemples parmi ce que j'appelle, excusez-moi l'expression, les cultureux, j'ai beaucoup de respect pour la culture, mais les cultureux retraduisent ces vieilles fontaines en langage zen extrêmement bizarroïde. Je prends l'exemple d'une visite que j'ai faite sur une artiste qui m'en veut d'ailleurs beaucoup, le mandala à tout faire, où vous avez des mandalas, mais alors des mandalas exotiques mélangeant l'Afrique avec la citation du Dalai Lama mélangée à Sartre, enfin des choses tout à fait étonnantes que vous voyez fleurir un peu partout. Donc. Et tout ça, c'est ce grand mélange, si vous voulez, hein, dans un village, encore une fois, qui est situé, qui est très touristique. Alors, pour terminer, vous allez dire, mon propos est pessimiste. Oui, peut-être. Enfin, pour moi, je suis toujours Gramsci, c'est facile. Pessimiste de l'intelligence, optimiste de la volonté, puis après tout, l'intelligence n'a pas être pessimiste, optimiste. Hein, bon. Mais je crois, pour résumer, et là je vais un peu avancer, je pense qu'on vit une période très particulière, à mon avis, non pas de décadence, on ne peut pas ce terme, mais critique. Il y en a eu d'autres. Comment la caractériser ? Je la caractériserai de la façon suivante. Ça n'en finit pas de finir sans qu'on passe véritablement à une nouvelle dynamique historique. C'est-à-dire, on n'en finit pas de voir se décomposer l'ancien monde sans qu'on parvienne à retrouver une dynamique historique qui a existé pendant tout un moment passé. Et c'est ce que j'appelle une période critique. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes et des pratiques et des expériences qui, dans la société, se mènent. Mais ces expériences ne se congressent pas. On n'arrive pas à en faire un mouvement, si je veux le dire. Alors, dans ces conditions-là, je crois qu'il faut bien prendre en compte la dimension de la nostalgie. Moi, je l'ai vue à Canet, mais je pense qu'elle est beaucoup plus large. Moins vous avez d'avenir, plus vous avez tendance à vous replier sur un passé, d'ailleurs, où vous gommez les aspects un peu contraignants, hein, ce qui est assez humain et logique. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que la France, enfin une partie de la France, moi, les gens que j'ai vus, ils sont fatigués, non pas de la modernité, ça je ne crois pas du tout, mais du modernisme que je définirais comme une fuite en avant perpétuelle sans but ni sens. Excusez-moi, le changement c'est maintenant, je suis d'accord, mais c'est pour quoi faire ? Yes we can, mais we can what et si vous voulez, ou le présent, où le mot changement, par rapport précisément à la dynamique même historique de progrès, a remplacé ce mot. Et pour moi, c'est tout à fait significatif d'un présent que j'appellerais un peu existentiellement flottant. Je m'explique. Quand le passé ne fait plus sens, où il est vu simplement dans la catégorie des ringards,
hein, et que quand l'avenir devient indiscernable, ou ouvert sur de possibles régressions, comment le présent, il flotte. Et comment on le remplit? Par un activisme communicationnel et managérial qui concerne y compris les individus. Je suis absolument surpris, il y a 40 ans, quand vous demandiez à quelqu'un de prendre un rendez-vous, vous pouviez même au village, vous alliez directement chez lui. C'est pas possible. Vous téléphonez, attends, là je suis pris, etc. De multiples activités. D'ailleurs, vous vous demandez comment les gens faisaient avant. Pour les jeunes, c'était possible, c'était l'ennui, alors qu'ils s'ennuyaient pas du tout. Mais bon, donc il y a cette espèce d'activisme managérial et communicationnel, et je dirais que la politique, est concernée directement par ça. C'est-à-dire qu'on est, excusez-moi, dans les boîtes à outils, et je n'ai rien contre les boîtes à outils. Le problème, c'est que les boîtes à outils, pour gérer la complexité, mais encore faut-il savoir où l'on va. Comment resitue-t-on ces boîtes à outils ou ces réformes à l'intérieur d'une vision historique? Et là, excusez-moi, je pense que le pays, enfin c'est mon sentiment, est en attente, il a envie de passer à autre chose. Ça, j'en suis absolument persuadé, mais qu'il attend, et on n'arrive pas à réembrayer. Voilà un peu. Alors, axe, vous m'avez dit... axe concret. Moi, je ne suis pas un politique, mais je ne pourrais pas m'empêcher de dire deux choses. J'appelle ça une reconstruction. Parce que je pense que il faut aborder, on est dans une société qui se paie de mots. La logomachie managériale et communicationnelle, on a du mal à aborder la réalité en face. Elle sert à mettre à distance le réel et l'épreuve du réel. Pourquoi ? Parce que si on l'a dans la figure, eh bien on est un peu décontenancé. On n'arrête pas de me dire je suis pessimiste. Mais non, je ne suis pas pessimiste. Mais il faut quand même aborder ces phénomènes de front. On ne veut pas rester en disant mais non, c'est pas grave, etc. Non, je pense que l'état de la France est morcelé, si vous voulez. On vit une crise extrêmement grave. Enfin, c'est mon sentiment. Alors les actes de reconstruction possibles, moi je vais me situer, si vous voulez, à ma petite place. Simplement, d'abord, question numéro un, le travail, avec ce que je vous ai dit sur la dimension anthropologique, reconstruire l'éthos de la société. L'éthos en termes de valeurs, de représentation collective, de dynamique, de sentiments positifs, passe par remettre des catégories entières de la population qui sont au travail. Et dans ce point-là, je soulignerai juste un point. Je suis bien évidemment pour le développement de la formation professionnelle, je suis bien évidemment pour le développement de la compétitivité, pour jouer sur la qualité par rapport... Mais il reste un problème. Moi, je vais partir. Deux catégories. Des catégories entières de la population sont désocialisées. On ne les remettra pas au travail, on ne les reprendra pas. Moi, il se trouve que j'ai travaillé dans les banlieues avec les jeunes 16-18 ans, avec l'utopie de l'époque, je me souviens, c'était que si on leur parlait concret, alors moi j'allais acheter, pour vous donner un exemple, c'était en Seine-Saint-Denis, un livre qui parlait des motos. Alors on faisait l'orthographe avec les motos, enfin bon, parce que ça allait les remotiver, parce que tu travailles. Mais non, ils étaient complètement paumés. Et quand vous discutiez avec eux, vous apercevez que c'était pas le travail. On voulait leur faire passer des CAP. Mais c'était même en amont du CAP. Parce qu'ils étaient complètement désaffiliés. À chaque fois, vous trouviez les mêmes problèmes. Pas de père, enfin, des gamins comme ça. Donc vous avez des catégories entières qui sont exclues. Premier problème. Deuxième problème, les bas niveaux de qualification. Parce que je suis d'accord sur la compétitivité, mais est-ce qu'on peut proposer comme modèle, ce n'est pas possible, à une société de tout le monde doit être ingénieur, cadre, et si vous n'êtes pas ça, vous n'êtes rien. Ça, c'est un problème aussi culturel extrêmement fort, qu'on n'arrive pas d'ailleurs. Et moi, j'attends les réponses des politiques là-dessus. J'attends un discours cohérent, non pas simplement, avec lequel je suis complètement d'accord, je vais dire, la compétitivité, le développement des nouvelles technologies, la formation, etc. Très bien, il faut passer par ça. Mais que fait-on de ces deux catégories-là? Bon. Premier point, c'est ça. Deuxième point, si vous voulez, le travail, pour moi, qui est très important aujourd'hui, de reconstruction, l'éducation populaire. Alors l'éducation populaire, c'est pas l'éducation militante pour moi. C'est, je me reciterai volontiers à Péguy, évidemment, avant la guerre de 14. Parce que ce qu'on appelle l'université populaire, vous apercevez, il y avait un moment, c'était le monde diplomatique, faisait beaucoup d'éducation populaire. Enfin, c'était de l'éducation militante quand même assez orientée, enfin, on va dire les choses. L'esprit de l'éducation populaire avant 14, c'est pas ça. Dans la foulée de l'affaire Dreyfus, vérité et justice. Et les deux sont liés. La justice sans vérité, c'est pas possible, si vous voulez. C'est très important, cette exigence de vérité. Ça veut dire aussi les faits. Mais ça veut dire aussi revenir sur les idéaux premiers de l'éducation populaire. Je n'en citerai qu'un exemple. Au lendemain de la guerre, Peuple et culture, à Grenoble.
je reprends en mémoire ses orientations. C'était développer l'esprit critique dans la masse de la nation, hein, au sens des Lumières, qu'un recul réflexif qui passe par des contenus structurés. C'est pas simplement de l'animation. J'insiste bien là-dessus. Développer l'esprit critique dans la masse, partager le patrimoine culturel commun, mais c'est d'une exigence absolument indispensable, puisque je vous parlais des désaffiliations. Ces désaffiliations, elles sont largement culturelles, avec une question tout à fait inédite des nouvelles générations. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais qui me semble essentiel. Alors, comment renouer le fil? Et ça passe par le partage du patrimoine culturel. Et je dirais un troisième point qui me semble absolument essentiel, qui faisait partie de ces idéaux premiers, former des élites issues du peuple. Alors je sais que le mot élite aujourd'hui, c'est pas égalitaire, etc. J'entends le droit à la réussite qui ont été lancés par des associations. Enfin, donc on est loin de tout ça. Mais pour moi, ça fait partie du travail de reconstruction qui sera long et qui, à mon avis, moi je me situe du côté de la société. Mais je pense que c'est un double travail à la fois de reconstruction dans la société elle-même et aussi, évidemment, du pays qui attend aussi des réponses politiques. Voilà, je m'arrête là. Bien, ceux et celles d'entre vous, ceux, si on parle français, qui sont familiers de la réflexion que nous développons de manière presque obsessionnelle dans ces murs, auront reconnu les raisons pour lesquelles nous étions heureux d'entendre Jean-Pierre Le Goff. Je voudrais insister sur un élément qu'il a abordé. Moi, je crois qu'une des déstabilisations les plus importantes, c'est l'utilisation des mots pour désigner le contraire de ce qu'ils signifient habituellement. L'espèce de subversion par les mots dont le but n'est pas de désigner, mais de dissimuler. Alors, il y a 1000 exemples de cela, mais le fait que nous ne puissions plus nommer les choses, il y a une phrase célèbre qu'on prête à Camus et qui n'est qu'à moitié de Camus, qui est « mal nommer les choses ajoute au malheur du monde ». Elle n'est pas en vérité de Camus, mais ça n'est pas grave. Et donc, cette déstabilisation qui fait qu'on ne peut jamais savoir, comme vous savez, le thème de mon dernier livre, c'est la vérité en politique, de la vérité en politique. L'idée que ce que vous appelez éducation populaire, que je trouve ça très important, ou civisme, augmentation du civisme dans la société, le fait qu'une démocratie, c'est fait pourquoi? C'est fait pour donner aux citoyens leur part dans la réflexion et la décision sur le destin commun. Or, ça n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. En ne recherchant au travers de la vie politique que le succès sondagier ou électoral, ce qu'on cherche à faire, c'est pas du tout à élever, comme on aurait dit autrefois, le niveau de conscience de la population et des citoyens. On cherche à les abuser suffisamment efficacement pour que le sondage monte ou que le score soit bon. Et on en a vu 1000 exemples, on continue à voir ces exemples-là. Et c'est une perte de confiance douloureuse, blessante pour les citoyens, que de se retrouver dans un monde ou devant un écran de télévision où ils ont le sentiment que tout est faux. Tout. Y compris, je suis d'assez près l'affaire Tapie, comme vous savez, il y a une espèce de renversement dans les contributions de lecteurs sur les sites.
jusqu'à l'audition de Madame Lagarde, Tapie était un héros qui, après tout, se vengeait de tous les truands officiels. L'audition de Madame Lagarde a un peu fragilisé ça. Les nouvelles d'aujourd'hui font que on est passé de 7 ou 8 messages sur 10 favorables à Tapie à 8 ou 9 messages de gens qui disent « on a été cocufié une fois de plus ». C'est le fait de ne plus avoir confiance en rien. Quand François Hollande a dit, et évidemment c'était insoutenable, on va revenir à 3% cette année, quand il dit on va inverser la courbe du chômage, et je dis ça sans... Je n'ai, comme vous savez, rien de négatif à son endroit, sauf que je regrette qu'il ne fasse pas les choix profonds qu'il faudrait faire. Mais de même que dans l'article que vous avez écrit sur le mariage pour tous, déconsidérer de fait des centaines de milliers de personnes qui vont dire quelque chose qui est pour eux précieux, c'est délégitimer l'échange que la démocratie signifie, les sous-estimer en participation. Je vais répéter devant vous ce que j'ai dit à une radio 10 fois. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas une autorité indépendante en qui on puisse se fier pour le nombre de personnes qui participent à une rencontre, en qui on puisse se fier? Les organisateurs auraient leurs représentants, les autres... Hein? Parce qu'on ne le veut pas, oui, mais vous vous rendez compte que tout cela est de l'ordre de la déréalisation de ce qui devrait être du réel. Et alors c'est une perte de confiance extrêmement profonde. Alors évidemment, je ne vais pas dire le contraire de vous sur le fait que le travail comme statut anthropologique est évidemment quelque chose d'absolument central. J'ai, comme beaucoup, parlé de ça dans des livres que j'ai écrits il y a 20 ans. Maintenant, le droit au sang, c'est il y a 20 ans. C'est le fait qu'on ne puisse même plus chercher un travail pour des millions de personnes, même plus chercher. Vous envoyez 200 CV. Et pour 150 d'entre eux, vous n'avez pas de réponse. Et pour 50 d'entre eux, vous avez des réponses qui sont exactement les mêmes. On appuie sur un bouton, elles sortent. C'est absolument d'une violence insupportable. Et tout ça débouche sur, en effet, vous dites, on attend autre chose, mais les contractions de l'enfantement peuvent être un peu violentes. Voilà ce que je crains. Je ferme la parenthèse, j'ai parlé beaucoup. C'est à vous de parler, excusez-moi. Une seule règle comme un. Jean-Pierre. Moi, je crois beaucoup sur cette question du morcellement spatial et social, etc. Je crois qu'une des causes profondes, c'est la crise de temporalité. C'est parce que je suis historien que je dis ça. C'est l'envahissement par l'instantanéité, quoi, et le présent, de l'ensemble de nos activités sociales, culturelles, etc. Bon, alors sur le fond, moi je suis assez partisan, je dirais, des mesures assez humbles. Hein. Apprendre à compter les manifestants, ouais, c'est très important. Hein. J'en signale une autre, parce que j'étais alerté par un papier du Figaro. Il vient de se créer une association qui s'appelle Renaissance des villages, et qui part d'un constat incroyable. Il y a des élus dans la salle, j'imagine. Quand même, en Corse, on ne naît plus, pour cause d'état civil, on est, vous savez, là, on est inscrit à l'état civil là où il y a un hôpital et une maternité. Donc en Corse, on naît dans les 3 jours à Bastia, à Ajaccio ou à Porto Vecchio. Pointe à la ligne. Il reste quand même 360 communes, n'est-ce pas, qui ne voient plus de naissance.
Alors, il y a des choses très simples à faire. Hein. Mettons l'état civil dans les communes, pointe à la ligne. Il y a 36 000 communes, et je ne sais pas combien il y a de cliniques et de maternités et d'hôpitaux en France, mais ça ne doit pas dépasser, je ne sais pas combien, tu sais ça mieux que moi, Robert. S'il y en a 1500, c'est le bout du monde, hein, ou 2000, peut-être, je ne sais pas. Bon, il y a quantité de mesures de ce genre qui ne coûtent pas un copec, hein, finalement, hein, et qui seraient, je crois, pour essayer à petits pas de réenraciner les gens quelque part. Mais effectivement, la question du travail est primordiale. Bon, je n'en dis pas plus. Et je suis très d'accord sur tes deux conclusions, et sur le travail. Et sur... Moi, je suis très en colère contre les imbéciles, et je voudrais employer un mot beaucoup plus vif, qui ont supprimé les plaques d'immatriculation dans les voitures. Ah oui. Des connards, pardon. Ah oui. Hein? Ça fait partie... Mais en plus, c'est évidemment un gouvernement de droite qui a fait ça. Technocratisé, en disant, mais mesdames et messieurs, c'est beaucoup mieux parce que vous n'aurez pas à changer de plaque quand vous déménagerez. Bon, quel est l'inconvénient de changer de plaque? C'est parce que ça coûtait. Il n'y avait qu'à dire la deuxième plaque est gratuite. Enfin, je veux dire, c'est quand même des choses assez simples, toutes bêtes. C'est des machines qui font les cartes grises, hein, faut pas croire que... Bon. Enfin, bref, tout ça, ça participe de ce mouvement qui rend le monde illisible. Vous êtes un... Hein? Voilà, c'est un monde qui est fait. Alors, je ne vais pas vous refaire mon sketch sur essayer de prendre contact avec Orange, avec EDF, avec GDF, avec Veolia, je ne sais pas quoi. Essayez vraiment. Et vous êtes tous bac plus 28, hein? Mais essayez, vous allez voir. Bon, j'ai fini, c'est à vous la parole. Une seule règle, alternance masculin-féminin. Faut bien sacrifier. Voilà, Agnès a montré ses préférences. Bonsoir. Votre intervention était vraiment passionnante, merci. C'était génial. C'était drôle. Non, vraiment, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Il y avait un terme que vous n'avez pas prononcé, mais qui sous-tendait, je pense, un peu votre intervention, et qui, alors vous dites, vous n'êtes pas dans le politique, nous, autour de la salle, on est un certain nombre à s'engager en politique. Moi, le sens que je donne à mon engagement, c'est comment mieux promouvoir le vivre ensemble, et je pense que c'est quelque chose qu'on partage pour un certain nombre. Et donc, vous avez mentionné les questions de déculturation, vous avez évoqué la nostalgie en disant... Si quand on a moins d'avenir, eh bien, on regarde plus le passé. Vous avez mentionné la suractivité des fêtes, etc. Dans les villages, mais qui ne résolvait finalement pas les problèmes que vous mentionniez. Donc ma question, c'est vous, avec votre regard donc non politisé et avec l'expertise que vous avez, enfin, en tout cas, tel que vous l'avez dit, quelles seraient un peu les pistes ou les idées que vous avez à nous communiquer sur la question de comment on peut favoriser le vivre ensemble en dépit de tous les problèmes que vous avez évoqués au cours de votre intervention? Quel est votre prénom? Alice. Alice. Méfiez-vous toujours des gens qui vous disent « Moi, je ne fais pas de politique ». Si, j'en fais. Oui, rapidement, moi, j'ai pas de solution clé en main. Simplement, par exemple, si je prends la question du travail et des catégories désocialisées, je pense qu'il faut réfléchir à un point calmement, qui est l'investissement concernant les formations par rapport à l'insertion pour des gens qui ont d'abord un premier problème de se réinsérer dans un collectif, faire un travail utile et retrouver l'estime d'eux-mêmes. Moi, j'ai fait beaucoup de formations, y compris avec des chômeurs dans le Nord-Pas-de-Calais, des anciennes ouvrières du textile. C'était mieux. Parce que tout d'un coup, vous aviez ces femmes absolument... c'était des situations dramatiques, hein, qui reprenaient un certain goût. D'ailleurs, ça se voyait dans la façon de s'habiller. Et puis, à la fin du stage, elles pleuraient. Enfin, moi, Et qu'est-ce qu'elles allaient faire après? Eh bien, elles me racontaient qu'elles allaient faire elles allaient tourner dans le quartier pour pas rester chez elles devant la télé. En plus, c'était des femmes seules, etc. C'était le programme Retravaillé à l'époque. Et donc, moi, je pense que les ateliers de
réinsertion, y compris, par exemple, il y a des choses concernant le jardinage. Ça peut nous paraître extrêmement limité, mais c'est très important. Des gens qui, d'ailleurs, généralement n'ont pas de travail et puis des situations familiales. Hein. C'est toujours, regardez de près, c'est toujours les deux. Là, il y a des choses, et dans la masse d'argent, j'allais dire, à répartir, il importe, à mon avis, de ne pas simplement mettre tout en disant on va les mettre en formation. Parce que d'abord, ce qu'ils ont besoin, c'est retrouver l'estime d'eux-mêmes. Et on retrouve l'estime d'eux-mêmes dans une enfin, évidemment, il y a des psychologues. Hein. Moi, je dis souvent, les psychologues, les cellules de secours psychologique ont de beaux jours devant eux, dans la mesure où, si vous voulez, cette dimension collective, elle s'érode. Je fais un parallèle entre la montée en puissance de la psychologie, où tout est analysé en termes de rapport interindividuel du pervers, de sa victime, etc., et la perte des liens de solidarité collective. Hein. Donc, je pense que le premier principe, j'allais dire, c'est ça pour ces gens-là. Le deuxième point de piste, moi j'insiste beaucoup sur la question du travail pour ces catégories-là. Alors il y a une question que je ne suis pas assez spécialiste, c'est la question des bas niveaux de qualification. Il s'est trouvé que dans les 30 Glorieux, si vous voulez, il y a eu deux catégories sociales qui ont quand même été passablement laminées, c'est les paysans et les petits commerçants. Mais à l'époque des 30 Glorieuses, avec la production de masse fordienne et taylorienne, vous pouviez les absorber dans l'industrie. C'est ce qui s'est globalement passé. Moi, j'étais originaire de Caen, j'ai vu les usines, la Savième, la sidérurgie, la SMN, la Savienne, Moulinex, etc. Il y en a, c'est fini. Hein. Mais ces catégories qui étaient de très bas niveau de qualification, qui n'avaient pas un haut niveau de formation, étaient absorbées. La question qu'on n'a pas résolue, d'accord, si on joue notamment, et on a raison de jouer les nouvelles technologies, la qualité dans la compétitivité, mais alors ça, j'attends, là, mais je crois que vous êtes plus qualifié que moi pour répondre à cette question, j'attends des réponses sur ces catégories-là. Et puis le troisième point, évidemment, c'est les niveaux d'ingénieurs, techniciens. Mais attention, les années 80 ont été terribles. Je parlais d'un document signé par plusieurs organisations de parents d'élèves et autres, droit à la réussite enfin en gros, droit à la réussite pour tous. Et si vous n'êtes pas au top, vous n'êtes rien. Si c'est cette culture-là qui est développée dans la société, ne nous étonnons pas des émeutes ou des choses comme ça. Et on joue sur quoi? Quand vous développez ce genre de mot d'ordre, vous jouez sur le ressentiment. Vous jouez sur des passions au nom de l'égalité. Mais il faut savoir quoi on agite. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est important. Deuxième point, je reviens là-dessus, qui est absolument essentiel. Je pense qu'on est dans une période où le terreau, c'est mon sentiment, a glissé. Quand j'entends terreau, c'est pas simplement l'école, c'est quand un enfant naît dans une famille ou dans une collectivité, il baigne dans un creuset culturel, composé de valeurs, de modèles d'identification, etc., dans lequel ça ne se fait pas consciemment. Hein. Or, je me suis posé la question moi-même, qui était 68ard, qui a mis beaucoup de choses en l'air dans ma jeunesse, il n'empêche que j'avais été avant élevé dans un creuset, qui était en gros chrétien et républicain. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire être adolescent dans les années 60? Qu'est-ce que ça veut dire être adolescent aujourd'hui? C'est totalement différent. Le creuset n'est plus du tout le même. Ça dépend des familles, parce que là aussi, c'est très éclaté. Il y a des familles qui disent non, on transmet, on assume la fonction de la transmission, puis à côté, vous en avez d'autres qui sont en situation d'errance. Bon. Toute la question pour moi, c'est comment... alors, je parle beaucoup d'héritage, vous voyez, mais comment... Non pas pour le magnifier, etc., mais pour le retravailler, parce que j'estime qu'il y a vraiment une déculturation avec un phénomène qui est celui des nouvelles générations. Moi, je parle de tsunami générationnel. Hein. Quand je vois les syndicats avec qui je travaille, il n'y a pas que les syndicats, beaucoup d'associations, il y a un rapport qui déconcerte, par exemple, des gens qui ont été formés sous un ancien moule, qui étaient en gros les grands engagements du passé, on se faisait dans la durée, il y avait des familles de pensée, il y avait même des lignées dans le syndicat. Bon, eh bien tout ça, avec des aspects positifs, parce qu'on s'est débarrassé aussi des engagements. Mais enfin, on a affaire à des individus tout à fait nouveaux. Je vais vous donner qu'un exemple. Des syndicalistes me disent, on a affaire à des jeunes tout à fait inédits. Ils arrivent, ils viennent nous voir. Alors ils viennent voir la CGT, ensuite ils font toutes les bourses du travail comme ça. Hein. Ils ont un problème dans l'atelier. Qu'est-ce que vous nous offrez? Bon, on prend et on choisit le mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils prendront leur carte en fonction de ça. Je dis pas qu'il n'y avait pas ça avant, parce qu'il y a toujours un rapport un peu instrumentalisé, c'est normal. Mais là, il y a une mentalité un peu consommateur. Autre exemple.
Dans le village, je cite l'adjointe à la culture, qui est une personnalité très dynamique, qui fait du théâtre. Ils arrivent, les jeunes couples arrivent avec leurs enfants, ils viennent, ils disent, bon, qu'est-ce que vous avez à nous offrir pour nos enfants? Tac, tac, tac. Elle dit, il n'y en a pas un qui vous dirait, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous donner un coup de main? Et vous avez ça aussi dans les associations. Donc, moi, je fais l'hypothèse que le fossé des générations, qui a été extrêmement important dans la période 68, je pense à l'ethnologue Margaret Mead, qui parlait du fossé des générations en 70, je fais l'hypothèse, je dis bien c'est une hypothèse, que le fossé des générations aujourd'hui est plus important que celui de la génération 68 avec leurs parents. Pourquoi? C'est très simple. Parce que les 68ards, si j'ose dire, enfin cette génération dont j'ai fait partie, c'est des héritiers rebelles, mais des héritiers quand même. Quand même. C'est-à-dire qu'ils ont été élevés dans le creuset, ils l'ont jeté, et ce qui leur donne d'ailleurs des bases pour repartir, au moins pour un certain nombre d'entre eux. Mais alors que les générations, et là il faudrait prendre strate par strate, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs générations, hein, mais ont été élevés dans les ruines de l'ancien creuset, qui à un moment donné, dans les années 70, a quand même eu des effets considérables. Hein, et sur une France qui est pas totalement, mais quand même, même s'il y a une révolte de ses couches, assez largement déchristianisée. Donc être jeune aujourd'hui n'est plus du tout là. Et pour moi, cette question-là, je ne vais pas dire qu'elle m'obsède, mais elle est très importante. Et comment renouer le fil? Par l'éducation populaire. Par l'éducation populaire. C'est-à-dire, il y a l'école, Dieu sait si je m'inquiète de l'introduction de la notion de genre à l'école, je pourrais vous citer, j'interroge les enseignants, il faut regarder les pratiques. Il ne faut pas simplement rappeler les grands principes. On est en train, à mon sens, largement, d'éduquer les enfants dans une nouvelle conception du monde. Enfin, je veux dire, c'est pas le modèle libéral qui est en question, c'est le modèle plutôt, je ne vais pas refaire les ancêtres de la Révolution française, il y a eu des débats sur l'école. Entre Condorcet et le modèle, j'allais dire, robespierriste, c'est pas le même. Or, à mon avis, ce qui est en train d'arriver, c'est le modèle robespierriste. Enfin, il y a un succès d'année de ça, disons, parce qu'il y a un mélange de rappel des grands principes avec du postmoderne mal digéré, si vous voulez. Bon. Et on est en train de donner, pour moi, c'est de donner une nouvelle conception du monde. Je m'intéresse à la littérature enfantine, j'allais dire infantile, mais on ne s'imagine pas, j'en ai des kilos, il faut regarder les BD, il faut regarder les nouveaux contes. Il y a par exemple un document que j'ai travaillé qui est extraordinaire, 150 000 exemplaires. Une dame très bien, etc. Où c'est les nouveaux contes racontés aux enfants. C'est très intéressant. Parce que les contes sont complètement retournés. C'est en gros le loup qui a peur des moutons. Vous voyez, vous retournez tout comme ça. Et non seulement ça, on décrit des situations. On donne un conte à lire à l'enfant. Comment raconter à mon enfant que je suis au chômage? Un petit conte. Comment raconter, lui dire que je suis homosexuel? Bon. Et vous avez aussi, non pas l'écologie, que je respecte beaucoup, mais ce que j'appelle la petite musique qui peut l'accompagner. Et cette petite musique qui peut l'accompagner, elle consiste à dire et à répéter à haute dose, excusez-moi, nous sommes une espèce parmi d'autres, nous sommes une espèce parmi d'autres. C'est constant. C'est constant. Et comme nous sommes une espèce parmi d'autres, il faudrait quand même dire qu'il y a un glissement. Que la conception juive et chrétienne de la dignité première de l'homme dans l'ordre de la création, il y a quand même une hiérarchie, mais aussi du côté des Lumières, où l'homme est doué de raison. Ces deux éléments-là sont en train de glisser au profit de ça. Comment on lutte contre ça, très concrètement? À mon avis, en retissant au sein même de la société un tissu et un réseau, parce que ça existe. Je suis allé aux foyers ruraux dans le Vaucluse, par exemple. Ils ont lancé une université populaire. J'avais l'honneur de... Là, il y a des gens, alors les gens hésitent, écoutent, mais c'est ce travail en profondeur qu'il faut mener. Et je pense que ça prendra du temps, parce qu'en 30 ans, le terrain a quand même été considérablement bousculé. Beaucoup plus qu'on ne le croit et qu'on a du mal à le voir. Donc voilà ces deux axes, moi, hein, que je... Tant que le terrain est très labouré. Merci beaucoup. Pour des raisons économiques. Font des Yvelines la chaîne de vente des produits bio. Ça va de l'huile corporelle jusqu'à la carotte. Hein. Le slogan, c'est « Mon esprit, mon corps, ma planète ». On est dedans. Voilà. Masculin. Bonsoir. Donc le travail, effectivement, est au cœur de la... Comme il est 8h30, on va en prendre 3 encore et puis on s'arrêtera. D'accord.
Donc le travail est au cœur de la problématique du village. Ma famille est originaire d'un petit village du sud. Mes grands-parents me parlaient des petits boulots qu'ils faisaient et qui leur permettaient de rester au village. Alors ils faisaient les jardins, ils faisaient les olives, ramasser les olives, faire un petit peu d'huile de temps en temps. Ma grand-mère faisait la cuisine également chez des personnes. Il y avait pas mal de petits travaux et les gens vivaient de ça. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans ces villages, c'est des gens qui vivent essentiellement beaucoup de gens qui vivent du RSA, soit des gens qui ont effectivement beaucoup de moyens, soit des gens qui vivent du RSA, qui ont un logement social ou qui ont hérité finalement d'un bien familial, donc qui ont beaucoup moins de dépenses. On voit même, on constate même de temps en temps, mais c'est pour l'anecdote, des personnes qui louent des logements sociaux à la semaine pendant l'été à des tarifs intéressants, défiant toute concurrence. Et effectivement, aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser et qu'on attend aussi des politiques, c'est comment aider à reconstruire un tissu économique adapté au village. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on gagne les petits boulots, rapportés pas plus qu'un RSA. Alors pourquoi travailler alors qu'on peut avoir finalement un revenu à côté et vivre avec en plus des aides? Donc comment reconstruire, quelles mesures peuvent être prises? Je vais vous faire une confidence, des petits boulots, il y en a encore. Hein. Au Black. Au Black. Heureusement. Heureusement. Parce qu'autrement, ça souffrirait beaucoup dans les villages. Dans les villages. Au Black. C'est à vous. Non, mais là, j'ai pas la réponse. C'est la question notamment mais vous avez, à mon avis, plus la réponse que moi, sur la réindustrialisation, qui pour moi est absolument un facteur essentiel. Le problème, là, j'attends des politiques, des réponses concrètes. Ça, c'est très important parce que c'est la question de la crédibilité, de la faisabilité de ces choses-là, pour moi, j'attends là-dessus. Et là, je pense que là, oui, effectivement, les politiques ont quelque chose à dire. Hein. Il y a des réponses. Alors, Robert et moi, nous avons développé, j'allais dire, centralement cette réflexion-là. Il y a des réponses, en particulier les réponses qui visent à intéresser le consommateur à la production française. À l'instant où on expliquera réellement, quelqu'un qui sait expliquer, qui sait parler, et pas le pseudo-langage dissimulateur, on expliquera que chaque fois que vous achetez un produit français, il y en a la moitié du prix qui revient dans votre poche. Parce que c'est quand même ça. Vous achetez un produit français, les charges sociales qui ont servi à le faire naître, elles vous reviennent sous forme de remboursement de feuilles de sécu, de retraite, etc. Le prix du produit français est moitié moindre, en réalité, pour le consommateur, que le prix du produit importé. Je suis absolument sûr qu'on peut faire ça. Dans mon village, ce que vous appelez village, c'est pas un village, mais si vous entendez, si vous leur aviez dit avant qu'ils étaient un village, ils vous auraient arraché les yeux. Chez nous, en tout cas. Un chef-lieu, c'est pas pareil. Pas pareil. Et donc, dans mon chef-lieu à moi, qui s'appelle Naï, N-A-Y, il y a une quincaillerie. Le type, quand je le vois, il me dit « Mais j'en ai marre de toi !» Parce que tu as fait campagne sur produire en France. Pendant 6 mois, les gens, chaque fois qu'ils achetaient une poêle ou une cocotte minute, ils me disaient « Est-ce que c'est fabriqué en France ?» Mais c'est facile d'arriver à des choses comme ça. Et ça n'a jamais été développé. Donc, ça. Deuxièmement, il y a une chose dont j'ai pris conscience depuis assez longtemps et qui, moi, m'obsède. Il n'y a plus, parmi les gouvernants, le moindre sens pratique. Pratique au sens pratico-pratique. Comment on fait? Ça va avec. Il n'y a plus dans la population le moindre sens arithmétique. Comme vous m'avez entendu sur ce sujet 10 000 fois, je vais faire bref, mais il y a une enquête qui vient de sortir cette semaine. Nous sommes les plus mauvais en opération arithmétique simple. On est incapable
deux tiers d'une classe d'âge sont incapables de faire de tête les opérations arithmétiques simples. Et d'ailleurs, un précédent ministre de l'Agriculture, très brillant, très intelligent, diplômé, etc., ne savait pas ce que c'était un hectare. Et quand vous êtes ministre de l'Agriculture, si vous ne savez pas ce que c'est un hectare, je veux dire à l'œil, moi je prends mes petits-enfants, je vais dans un champ, je dis combien il fait le champ. Bon, j'avais l'autre jour un très brillant jeune garçon de 15 ans, très brillant en sciences, très brillant en lettres, très brillant en maths, bon. Et je lui dis, je fais le coup à tous mes enfants, je dis, bon, alors on va prendre une piscine de 4 mètres de large, circulaire, et d'1,50 m de profondeur, combien elle fait, combien elle contient. Alors il a calculé vraiment beaucoup avec des machins, et puis il m'a dit 84 litres. On rit. J'ai fait ça avec des polytechniciens, mes chers amis. Eh bien, je peux vous dire que les résultats sont intéressants parce qu'ils ont appris des formules abstraites. J'avais, avec Georges Charpak, prix Nobel de physique, créé ce qu'on appelait la main à la pâte dans les écoles. La main à la pâte, c'est, là, Jean-Pierre Alix est là, la physique touchée. Combien ça pèse 1 litre ? Et bon, alors après, on peut calculer, est-ce qu'il y a des différences entre le décilitre et le décalitre ? Et combien il y a de décalitres dans un décilitre ? Et bon, enfin, je peux continuer comme ça. Bref. Non, mais on ne peut pas, si on n'a pas l'esprit pratique, arriver à changer le monde. Or, ça, c'est la mutation de société qu'on a vécue. C'est que les temps dans lesquels nous sommes ne mettent plus jamais les enfants en rapport avec le réel pratique. Et les classes supérieures de la société, encore moins que les autres. Celles qui fournissent les cadres de la nation. Et le fait que la sélection, grosso modo, elle se fasse par les responsabilités de clans au sein de l'UNFID, parce que c'est ça le PS. Bon, eh ben ça pousse pas à l'esprit pratique, ça pousse à l'esprit de manœuvre, mais pas du tout à l'esprit de responsabilité en lien avec le réel. Voilà, j'ai fini pour répondre à ma manière à la question. Féminin. Bonsoir, moi je voulais revenir toujours sur le travail. Donc tout ce que vous avez dit, c'était très intéressant. Et en fait, par rapport au dernier projet de loi sur l'école, comme ils ont supprimé, enfin, je ne sais pas si ça a été voté ou pas finalement, mais ils veulent supprimer la formation. La possibilité à 14 ans. À 14 ans, oui. Donc ça va pas dans le sens où il faudrait changer les choses. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Rapidement, la question de l'apprentissage. Moi, j'ai suivi d'ailleurs des apprentissages dans les formations du bâtiment. Je pense que pour une catégorie d'enfants, c'est tout à fait indispensable, surtout avec le rapport au maître d'apprentissage, qui, à mon avis, a un rôle fondamental pour ces gosses. Enfin, surtout. Donc, moi, je suis pour le développement de l'apprentissage, y compris pour ces catégories-là, parce que c'est un aspect, c'est pas le seul, parce qu'il y en a même qui n'arrivent pas dans l'apprentissage. Hein. J'en ai suivi pas mal. Mais oui, pour moi, c'est absolument essentiel. Et là-dessus, il faut faire preuve de souplesse. Enfin, par rapport aux défis qu'on a, il est énorme. Enfin, il y a une déstructuration, c'est économico-social, c'est la déstructuration de l'éthos de la société. C'est pas que de... En tout cas, moi, je peux vous dire... Je suis à peu près le seul dans cette salle et au-delà à avoir fait l'effort de lire ce texte de loi. C'est à se flinguer. C'est jargonneux, totalement vide de contenu réel. Les 3 mesures les plus importantes sont 3 mesures de suppression. Celle que vous dites,
le fait qu'il y avait auparavant une organisation en cycle de l'école primaire, je ne sais pas si elle était bonne, mauvaise, de l'école primaire et du collège. On le supprime, on ne dit pas par quoi on le remplace. Alors, je n'ai pas lu le texte définitivement voté, j'ai lu le texte présenté à la délibération de l'Assemblée. Voilà, c'est la législation sur le vide. Ce sont des lois votives. Il y a des lois normatives et il y a des lois votives, qui sont des vœux pieux. Les vœux qu'on faisait autrefois dans les hôtels au 4 chemins le jour de la fête Dieu. Hein, c'est ça. Des lois votives, c'est-à-dire qui n'expriment que, par exemple, nous allons créer des parcours artistiques à tous les niveaux, et encore, ce que je dis est compréhensible, le texte ne l'est pas, mais nous allons créer des parcours artistiques à tous les niveaux de formation des élèves. And so what? Ce qui se passera rien, il n'y aura rien qui changera, sauf dans les communes riches, parce que les communes riches, elles embaucheront des animateurs qui... Voilà. Et on dira que, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit... Mais enfin, voilà, désespérant de jargon et de vacuité, le texte en question. Masculin. Bonsoir, messieurs. Monsieur Le Goff, vous avez parlé de la destruction de l'ancrage de proximité que représentait le village. Est-ce qu'on peut arriver à restaurer ces liens de proximité à l'heure où on nous demande d'avancer sur la réforme de l'organisation administrative de la France et notamment de raisonner à l'échelle de territoires de plus en plus vastes, puisqu'on ne parle même plus de la région, ni même du pays, mais de l'Europe aujourd'hui. Et on nous dit que finalement, certains échelons de l'organisation administrative de la France ne sont plus pertinents aujourd'hui, je pense notamment au département. Quel est votre avis sur ce sujet et est-ce que vous pensez que les deux peuvent être compatibles ? Le problème, si vous prenez la question, parce qu'il faut regarder la loi, vous la connaissez mieux que moi, qui est en cours, là. Il faut regarder exactement ce qui va être proposé. Mais je peux vous dire des choses que je connais de façon très basique, c'est que les maires ont une angoisse folle de perdre un certain nombre de leurs prérogatives, notamment sur la question du permis de construire. Alors, et ça provoque une révolte, c'est tout ce que je peux vous dire, ça provoque une révolte à double niveau. C'est-à-dire, les anciens, le maire dit, mais moi, qu'est-ce que va être mon pouvoir par rapport à l'intercommunalité? Si vous êtes simplement un échelon supplémentaire, et alors, est-ce qu'il est élu ou pas, celui-là? C'est quand même une question par rapport à l'élu de base. Deuxièmement, la question de l'habitat. Et la question de l'habitat est d'autant plus sensible qu'aujourd'hui, dans nombre de villages ou de bourgs, c'est devenu des gens des villes qui ont quitté la ville pour habiter la campagne. Et ils n'ont qu'une peur, c'est que précisément, ils font pression sur le maire, ils tiennent le maire aussi pour que ça se construise, mais toujours dans des limites raisonnables, on ne construit pas trop, etc. Ils n'ont qu'une peur, c'est de voir arriver des constructions chez eux, qui a décidé de quoi, etc. Donc c'est pas facile. Maintenant, parce que si vous voulez, le problème, pour dire les choses globalement, c'est comme les réformes. Vous avez une dimension gestionnaire de réduction des effectifs, d'efficacité. Mais ce qu'oublient beaucoup les réformateurs, les modernistes plus exactement, c'est que cette dimension gestionnaire incontournable d'efficacité, etc., s'inscrit toujours dans un creuset culturel pour les gens qui sont concernés. Et comment on tient les deux bouts ? Comment on tient à la fois la dimension de la rationalisation tout à fait nécessaire avec le fait que cette rationalisation, vous tombez sur un terreau qui est là et dans une situation d'une France qui est terriblement angoissée, qui a peur. Donc comment on fait ça? C'est très délicat. Parce qu'en même temps, on est bien obligé d'aller de l'avant, pas rester... Il y a bien une dynamique d'avenir à recréer, il y a bien des réformes à faire. Mais la grande difficulté, c'est retrouver il y a eu un creuset... Enfin, pour moi, il y a eu un creuset humaniste, qu'en deux mots, je définirais schématiquement républicain et chrétien, qui était une espèce de fond partagé. Si vous voulez, la France, c'est un peuple on se querelle beaucoup, c'est un peuple de frondeurs, etc. Mais on a traversé des épisodes un peu de guerre civile. Mais malgré tout, il y avait en référence, qui permettait de faire surgir des contradictions, des disputes sur fond commun. Bon, je vais prendre un exemple très concret. Prenez Ferrat, Ma France. Quand vous écoutez la chanson de Ferrat, c'est quand même la France contre les parachutistes. Bon, la France de gauche, et c'est pas la même forcément, mais c'est ma France. Bon. Le problème qui est posé aujourd'hui, et que je soulève un peu dans ce livre à travers ce microcosme, qu'en est-il du creuset culturel commun? En grande partie, il faut le reconstruire. C'est un peu mon sentiment.
féminin, et puis c'est fini. À la 1, à la 2. Oui, bonsoir. Non, je voulais juste dire une chose, c'est vous n'avez peut-être pas tout à fait assez insisté sur la déliquescence de l'Église. Dans chaque village, il y a un clocher, encore maintenant, une église qui la plupart du temps est vide, ou qui a une messe une fois toutes les 8 semaines ou 3 mois. Et je pense que l'église représentait quand même le centre d'union d'un village. Il y a la plupart des cafés, en plus, étaient tout autour de l'église. Donc voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Quelques mots. Non, j'ai consacré 2 chapitres, on en a tiré un d'ailleurs, sur les anciens et les nouveaux curés, si vous voulez. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il faut savoir que dans le Vaucluse, c'était vraiment coupé en 2. Il y avait ceux qui allaient à l'église et ceux qui étaient au bar. Et quelqu'un... Et par exemple, je cite les choses, les hommes ne rentrent pas dans l'église à Canet. C'est très frappant. C'est une vieille tradition, les femmes rentrent, les hommes restent dehors, etc. Bon. Pour prendre cette question de l'église, si j'en parle beaucoup, je suis très frappé par une chose, si vous voulez. Il y a un curé formidable qui est mort, là, que je raconte un peu sa vie, et j'ai regretté qu'il n'ait pas pu recevoir le livre, qui était quelqu'un qui était complètement inséré dans la population, qui allait au bar des Boules, par exemple. Bon. Et il disait, alors il avait une conception d'ailleurs de l'église qui était très intéressante, parce que en discutant avec lui, et en allant voir d'autres curés qui arrivaient de Pologne, qui est envoyé par l'archevêché d'Avignon, je vais vous dire, pour moi, c'est pas du tout la même conception. Ça coexiste à l'intérieur de ce même ensemble. On se demande comment, quand vous regardez un peu les choses, à tel point que quand ces nouveaux curés venus évangéliser la Provence, ils n'ont pas à faire, si vous voulez, se sont heurtés à l'ancienne communauté paroissiale, à tel point qu'ils en sont presque venus aux mains. Et aujourd'hui, une partie de la paroisse va de l'autre côté assister à la messe, parce qu'elle ne supporte pas ces curés polonais qui sont arrivés. Enfin bon, là, je détaille quelques aspects. Mais, au-delà de ça, il y a, quand je parle de terreau qui a glissé, je vais vous donner un exemple. Ce fameux curé me dit, écoute, j'ai affaire à des choses tout à fait inédites. C'est un peu comme les bricolages nouveaux en politique aussi. Vous avez des discours très étonnants de juxtaposition de choses qui, pour des générations entières, nous paraîtraient incohérents. Et quand vous posez la question à un jeune, il dit, mais où est le problème? Ça, c'est très déconcertant. C'est-à-dire, là, vous avez encore une exigence de principe de cohérence. Vous faites coexister des choses qui, pour vous, ayant été formées différemment... Et je vais vous donner un exemple très concret. Il y a beaucoup de demandes de jeunes. Des jeunes demandent des rituels. Ils ne se marient pas, mais quand ils se mettent avec quelqu'un, est-ce que je ne pourrais pas avoir une bénédiction? Alors les curés sont connus dans le coin. On va plutôt chercher le curé qui est plutôt sympathique, plutôt Claude, parce que sinon il demande un certificat, faire remplir des papiers. Est-ce que je crois en Jésus-Christ, pas, etc. Bon, vous avez des trucs. C'est très étonnant. Je les ai, les documents. Hein. Et ce curé qui est décédé maintenant me dit, mais j'ai des choses, ils viennent, alors bon, moi j'accepte, je leur donne une bénédiction, mais alors un jour j'ai reçu un coup de téléphone d'un jeune, etc. Il me dit, écoute, jeune, est-ce que tu pourrais pas venir nous bénir? Il dit, moi j'ai rien contre. Il dit, oui, mais enfin ça se passe sous un chêne. Alors il dit, bah moi je suis quand même pas un druide. Et bon, mais c'est de l'authentique, c'est pas du... Et alors, il y est allé quand même, d'ailleurs, il a beaucoup hésité, il a pris le jeune, il dit, attends... je vais vous donner un deuxième exemple, qui n'est pas dans mon livre, dans la région normande. Il se trouve que j'ai un deuil dans ma famille récemment, et je suis allé voir le curé, et je lui ai raconté ça. Il me dit, mais j'ai exactement le même problème avec ces jeunes. Ils demandent des choses, alors lui est plutôt ouvert, et là l'Église a à réfléchir, parce que le repli communautariste replié sur elle-même est une grande tentation, si vous voulez. C'est une tentation qui existe aujourd'hui. Et avec retour, j'allais dire, de choses qu'on n'aurait jamais cru voir possibles et qui ressortent. Bon. Mais je parle avec ce curé, je terminerai là-dessus. J'ai dit, mais alors comment ça se passe? Il m'a sorti une image que je trouve assez extraordinaire, que je n'emploie pas simplement, d'ailleurs, qui à mon avis n'est pas simplement valable pour la religion. Il a dit, mais j'ai le sentiment aujourd'hui de semer sur du ciment. Et il y a quelques oiseaux qui prennent des graines. Et j'ai trouvé que cette image était très forte. Alors, il y en aura peut-être plus, etc. Mais c'est comme ça qu'il vit la situation. C'est pour ça que quand je pense de déculturation, c'est très important. Mais on a vu qu'il y a une partie de la société, récemment, peut-être qu'on m'a posé la question qui dit non.
qui dit non par rapport... Moi, je pense qu'on est peut-être, c'est en tout cas mon espoir, à la fin d'un cycle historique, notamment de ce que j'appelle l'hégémonie d'une forme de déstructuration liée au gauchisme culturel. Je n'ai pas le temps de développer ce point lié à l'héritage impossible de mai 68. Il y a un ras-le-bol d'une grande partie de la France, assez de ces transgressions qui n'en finissent pas, assez de cette fuite en avant moderniste, y compris dans les mœurs. Et je pense qu'il y a une hégémonie qui, à mon avis, qui est arrivée à un moment donné, au moment où la gauche était en morceaux du point de vue de sa doctrine, à récupérer l'héritage impossible de mai 68 comme substitut. Ça se situe autour des années 80, à ce moment-là. Et donc, elle a joué là-dessus, elle a voulu être à l'avant-garde, et une partie de la société, avec des relais extrêmement importants dans un certain nombre de grands médias, d'où une forme d'hégémonie. Cette hégémonie, aujourd'hui, il y a une brèche qui est ouverte. Alors on sait très bien la droite ou l'extrême droite peut récupérer, et s'engouffre dans la brèche. Mais on aurait tort de dire que c'est pas parce que l'extrême droite ou la droite s'y engouffre que c'est l'équivalent de ça, pas du tout. Et là, je trouve que la gauche n'a rien, à mon sens, n'a pas compris grand-chose à ce qui s'est passé, parce que ça la déconcerte. Elle est un peu le propriétaire du mouvement social, c'est plus que la Gay Pride. Vous voyez, quand un ministre en tête de la Gay Pride, c'est bon. Elle était propriétaire du mouvement social. Arrive quelque chose qu'elle ne reconnaît pas. Ça la déconcerte, et à ce moment-là, on ressort les vieux schémas. Parce que c'est quelque chose on ne sait pas quoi en faire de ça. Alors je ne veux pas surestimer ce mouvement, parce que ça peut déboucher sur tout un peu n'importe quoi. Il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup de choses. Et l'extrême droite, et on le voit bien, elle se recompose, l'extrême droite. Parce qu'on a en tête les images des années 30, oui, mais attention. L'extrême droite, comme l'extrême gauche, devient très postmoderne. Moi, j'ai commencé à étudier les textes. C'est très étonnant, ce qu'ils se racontent. C'est très étonnant, le nouveau composite de l'extrême droite. Voilà, exactement. Et quand vous reprenez les anciens schémas, attention, il faut aussi travailler, parce qu'il y a du neuf, y compris de ce côté-là. Donc il faut regarder ça. Voilà pour la dimension, si vous voulez, de l'Église, qui, à mon avis, est un problème, avec une autre question, évidemment, qui est la question de la place de l'islam, qu'on doit pouvoir aborder tout à fait librement dans la société. Si on ne l'aborde pas, le refoulé revient par la fenêtre, et quand il revient sous forme extrémiste. Il y a un manque de libéralisme, moi c'est ça qui m'a beaucoup déçu, si vous voulez, au sein de la gauche, de libéralisme, j'allais dire, intellectuel, de libre débat, du fait qu'il faut librement aborder les questions, parce que si nous ne les abordons pas librement, eh bien d'autres vont les aborder d'une autre façon. Et dans cette affaire du mariage gay, j'ai été, moi je vais vous dire, absolument, ce sectarisme, le mauvais côté de la gauche qui arrive. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous êtes homophobe, choisissez votre camp. Ça fait 30 ans que ça dure. Vous êtes moderne ou ringard? Vous êtes homophobe ou pour le mariage? Vous êtes ceci, vous êtes cela? Ça, il y a ce chantage-là, il y a une partie de la société qui n'en veut plus. Donc, je crois qu'on arrive peut-être au bout, c'est du moins mon espoir, de ce cycle historique, de cette hégémonie d'une gauche qui a perdu ses repères, dont la doctrine est en morceaux, et qui pourrait substituer à récupérer le gauchisme culturel post-68 art. Simplement... Ce sera le mot de la fin. Pour libérer vos applaudissements. Vous dire qu'on a été très heureux parce que c'était très vivant, très drôle, très juste. Et en tout cas très en phase avec, je ne veux pas dire ce que nous pensons, mais ce que nous sentons. Et sentir, c'est presque plus important qu'avoir une pensée articulée. Merci infiniment à Jean-Pierre Le Goff.